enfant qui dort, qu'est-ce que c'est apaisant. Et pourtant. Alors là, certains se disent, ça y est, elle va nous parler du sommeil, nous dire que c'est important que nos enfants se couchent tôt, ou alors elle va nous parler des écrans. Oh, dire qu'on nous avait promis de l'attraction. En fait, j'aimerais vous parler de Margot et de son bébé Gabin. Je m'appelle Anne-Sophie Dipendal, je suis neuropédiatre, je travaille dans une unité sommeil et je pourrais être amenée à rencontrer cette maman, Margot, et son bébé de quelques semaines, Gabin, que l'on qualifie d'inapte. Avez-vous remarqué, il y a 2 questions que l'on pose à une jeune maman. Margot, quand elle a présenté Gabin, on lui a dit à quel point il était mignon. Et puis, il mange bien, il dort bien, et à chaque fois, j'en vois certains sourire. Moi aussi, je l'ai fait. Et Margot, elle leur a répondu. En fait, il me réveille à peu près toutes les 3-4 heures. Et elle est fatiguée, Margot. Alors bien souvent, les gens enchaînent sur une multitude de conseils pour que Gabin dorme mieux. T'as déjà essayé la fleur d'oranger ? Tu devrais le plus le fatiguer la journée. Ça vient de partout. Les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, les amis. Même les gens qu'elle croise en allant acheter du pain. Ça fera 1,20 €, madame. Oh, mais qu'il est mignon. Il fait ses nuits ? Moi. Mon fils, il a fait ses nuits à 3 mois. Mais ma fille, pas avant 3 ans. Toujours plus compliqué, les filles. Et ces conseils, ces idées reçues, ils viennent d'où ? Eh bien, souvent de croyances, de pratiques transmises de génération en génération. Et la science dans tout ça. Eh bien, pour cela, il faut déjà que je vous explique comment fonctionne notre horloge biologique. Notre horloge interne est située au cœur de notre cerveau. Elle est réglée sur 24 heures et elle va réguler certaines de nos hormones, comme la mélatonine. Elle régule aussi notre rythme cardiaque, notre température corporelle. Pour le nourrisson, c'est un peu différent. Lorsqu'il naît, son rythme est réglé sur 4 heures. C'est physiologique. En fait, c'est lié aux besoins alimentaires du nourrisson. Ça va être essentiel en fait à la survie de l'espèce. Et puis la nature est bien faite et notre cerveau va petit à petit s'adapter. Pour cela, il va utiliser des éléments de notre environnement. Celui qui aura le plus d'incidence, ça va être la lumière, en particulier la lumière du soleil. Nous nous sommes adaptés pour vivre au rythme du soleil. Et puis il y aura aussi les interactions que le nourrisson aura avec son environnement, son entourage, ou encore le rythme de ses repas. Donc si je reviens à Margot et à Gabin, au final, c'est normal qu'ils ne dorment que 3-4 heures. Pourtant, Margot, elle commence à se remettre en question. En plus, vous avez vu ses cernes ? Ça fait 6 semaines qu'elle ne dort pas, Margot. Donc niveau recul, niveau confiance en soi, on est à peu près au niveau -3. Et puis ça fait 6 semaines que Margot, elle entend que son fils, il a un problème, qu'il est un peu difficile. Elle a même entendu qu'il était capricieux. N'est-ce pas trop tôt pour lui faire porter des comportements que les neurosciences ont prouvé qu'il n'était pas encore en capacité d'avoir ? Et toutes ces difficultés, quelles répercussions elles vont avoir sur le développement de Gabin, sur la mise en place du lien entre Margot et Gabin, et sur les potentialités de Gabin ? Alors depuis tout à l'heure, je vous parle du sommeil, mais il y a une étape essentielle avant le sommeil, celle de l'endormissement. Et Gabin, il a 6 semaines. Il va devoir apprendre à s'endormir. Oui, parce qu'un endormissement, ça s'apprend. Tout comme on apprend à marcher, on apprend à parler, on doit apprendre à s'endormir. Il ne vous viendrait pas à l'idée de mettre un enfant au milieu d'une pièce d'environ 1 an et de lui dire « Allez, vas-y, marche !» Non, ça ne marche pas. L'enfant, au moment de l'endormissement, il expérimente la séparation. Là-dessus aussi, Margot, elle entend tout un tas de conseils. « Oh, tu devrais le laisser pleurer, il ne va pas en mourir. » Toi, quand tu étais petite, on disait que. Et puis Margot, elle est fatiguée, alors elle tente. Mais elle n'est pas très sûre d'elle quand même. Son cœur bat assez vite. Et puis elle tient Gabin un petit peu crispé. Et Gabin, il est dans les bras de sa mère. Il a l'oreille sur la poitrine de sa mère. Il entend ce rythme cardiaque qui s'est accéléré. Il se dit « Oh là, il y a peut-être un danger là. » En plus, il ne reconnaît absolument pas sa manière de le porter. C'est sûr, il y a un danger. Quand elle le posera, il se dira que c'est pas normal, que très certainement, il va se passer quelque chose et il s'endormira pas. En fait,
le cercle vicieux a été lancé. Et Margot le récupérera au bout d'1 heure, encore plus stressée, en pleurs, Gabin pleurant également. Alors comme je vous le disais, l'enfant, au moment de l'endormissement, il expérimente la séparation. Mais pour pouvoir bien se séparer, il faut d'abord être rassuré. Et comment on est rassuré quand on a un nourrisson de 6 semaines ? Eh bien pour savoir cela, on a dû attendre l'arrivée d'un psychiatre anglais, Sir John Bowlby, au moment des années 50, qui nous a montré qu'en fait, les nourrissons, ils n'avaient pas seulement besoin de manger, boire, dormir. Non, les nourrissons, ils ont aussi besoin de s'attacher. Ça existe dans l'espèce humaine, ça existe aussi dans d'autres espèces. Et cet attachement, il fait partie des besoins fondamentaux. Alors, l'attachement, ça se fait avec la personne qui va le plus s'occuper de l'enfant, en général, les parents. Et comment ça marche ? Le nourrisson, il exprime ses besoins par des pleurs, des agrippements, et l'adulte qui s'en occupe, y répond par un réconfort, une réassurance. De cette communication naît l'attachement. En fait, de cette communication va naître un sentiment de sécurité chez l'enfant par rapport aux différents dangers que pourrait présenter l'environnement. Et Gabin, il a besoin de se sentir rassuré pour s'endormir. Quand on est un nourrisson de 6 semaines, qu'on ne sait pas parler, qu'on ne sait pas marcher, que ce que nous ne voyons plus n'existe plus, on est un peu stressé quand l'adulte qui s'occupe de nous, qui subvient à tous nos besoins, s'éloigne. Dit comme cela, ça semble logique. Alors Gabin, il a 6 semaines, il va devoir apprendre à se séparer. Mais il va falloir lui apprendre pas à pas, comme dans l'apprentissage de la marche. Il va falloir lui témoigner de la confiance. Il va falloir lui montrer qu'il est en capacité de s'éloigner petit à petit de son parent. Et c'est grâce à la confiance qu'il aura accumulée, grâce à cet attachement, qu'il pourra ensuite aller découvrir son environnement d'une manière sécure. Bowlby explique que les premières expériences d'attachement ont une répercussion sur le développement social, émotionnel et comportemental ultérieur de l'individu. Alors finalement, Margot et Gabin, au bout de quelques mois, quelques années, ils trouveront des solutions. Ça se tassera. Mais toutes ces difficultés, quelles répercussions elles auront sur le développement de Gabin, sur la confiance de Margot, sur la mise en place de cet attachement et sur le développement émotionnel, comportemental et social ultérieur de Gabin. Alors maintenant, je vous propose un petit voyage dans le temps. On va passer 13 ans plus tard, et maintenant, Gabin, c'est devenu un ado. Et un ado qui dort. Maintenant, on lui reproche de trop dormir. Les ados, ils sont toujours fatigués, ça leur colle à la peau. Quand on interroge les jeunes de 15 à 24 ans, 3 sur 4 se plaignent d'une dette de sommeil. Alors, est-ce que c'est juste dû à une consommation excessive de jeux vidéo, comme on peut l'entendre, ou une consommation trop tardive ? Ce serait un peu trop facile. On s'est intéressé à l'hormone du sommeil, la mélatonine. Et on a comparé la sécrétion de cette mélatonine à la sécrétion de l'adulte. Et ça donne cette courbe. On s'est rendu compte que la mélatonine, elle commence à augmenter assez tôt en soirée chez l'adulte, c'est la courbe bleue, et qu'elle augmente avec un décalage d'environ 3-4 heures chez l'adolescent. Donc c'est physiologique que l'adolescent s'endorme plus tard. C'est aussi physiologique qu'il se réveille plus tard. Si on regarde un peu mieux cette courbe, on se rend compte que le pic, il est atteint à 3 heures du matin chez l'adulte, alors qu'il est atteint à 7 heures chez l'adolescent. On voit que c'est encore élevé vers 8h, 8h30 quand les adolescents sont en général en cours. C'est donc, ça va avoir des répercussions sur leur concentration et sur leur réveil en cours. En plus, comme je vous le disais, souvent ils sont endormis un petit peu plus tard, et ça, on sait que ça a des répercussions cognitives, des répercussions sur leur régulation émotionnelle. Bref, tout ça a des répercussions sur la réussite scolaire des adolescents. À tout ça va s'ajouter la pression scolaire, la pression sociale. Bref, il y a tout un tas d'éléments qui vont venir décaler leur endormissement et qui vont aussi avoir des répercussions sur la fatigue de nos enfants et de nos adolescents et sur lesquels ils n'ont pas vraiment de prise. Pourtant, à leur âge,
le sommeil constitue régulièrement une source de stigmatisation. Les endormissements courts, la chute des résultats scolaires, quelles conséquences sur leur capacité cognitive, quelles conséquences sur les répercussions comportementales. Et là, je vous parle des adolescents et des enfants qui n'ont pas de maladie, pas de pathologie. À l'unité sommeil, on est habitué à avoir des enfants et des adolescents qui ont des maladies du sommeil. Ces enfants et ces adolescents peuvent quelquefois s'endormir n'importe où. Or, un enfant, un adolescent qui s'endort n'importe où, c'est plus souvent vu comme de la fainéantise. On a tendance à le stigmatiser, à le critiquer, voire même à critiquer ses parents. C'est sûr, il a passé la nuit sur les écrans. Mais que font ses parents? Ils ne doivent pas du tout le cadrer. Alors je vous l'accorde, c'est le cas pour certains. Mais pour celui qui est malade, pour celui qui suit toutes les consignes, mais qui vit avec une pression de sommeil et qui ne peut s'y soustraire, et qui malheureusement est stigmatisé. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est comment nos croyances, nos idées reçues, vont quelquefois venir se coller sur un individu. Comment cette attraction va venir perturber le développement d'un enfant, d'un adolescent. Comment elle peut s'opposer à une autre attraction, l'attachement. Comment elle peut compromettre le développement d'un individu dans ses potentialités. Maintenant, vous savez qu'il existe une science et une médecine du sommeil. Et avec cette connaissance, nous avons la possibilité d'éviter les stigmatisations et la liberté de se défaire des idées reçues. Alors, êtes-vous prêts à dépasser les croyances collectives et à gagner en potentialité? En attendant, dormez bien.